Algo Balado programme ta réussite, le balado des services aux étudiants de l'ETS. Un balado où on parle de bien-être, de stratégie d'apprentissage et de plein d'autres choses aussi. Mon nom est Marion Deden, je suis intervenante psychosociale au service d'appui à la réussite du service aux étudiants et je m'occupe principalement du soutien psychosocial individuel et des activités de prévention. Puis aujourd'hui, j'ai à nouveau le plaisir d'animer ce balado avec ma collègue Julie. Bonjour, mon nom est Julie Brisson. Je suis intervenante aussi au service d'appui à la réussite en soutien à l'apprentissage pour les étudiants qui ont besoin de soutien, tant au niveau de leur stratégie d'apprentissage, de leur méthode de travail. Donc, on est là pour les aider. Puis aujourd'hui, on va parler de motivation, de l'importance de se fixer des objectifs, de comment ces deux aspects sont liés entre eux. La session est déjà bien commencée, on est parti super motivé, mais des fois, c'est pas linéaire. Puis on se rend compte que, au fur et à mesure des mois, cette motivation-là s'étiole un peu. Donc, comment on fait pour la maintenir dans le temps? Donc, c'est pas si simple, c'est pas linéaire. Aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, on va commencer par présenter nos invités, Marion. Donc, on a Bruno Boileau, qui est aussi intervenant au service d'appui à la réussite. Donc, je vais te laisser te présenter dans quelques instants. Et on a Laurence Prudhomme, qui est une étudiante à l'ETS. Bonjour, je m'appelle Bruno Boileau. Je suis conseiller à la vie étudiante au service aux étudiants et aussi coordonnateur du programme Neurofocus, dans lequel on va parler, parce que c'est vraiment beaucoup relié avec la motivation et les objectifs. Tout à fait. Alors bonjour, moi je m'appelle Laurence Prudhomme, je suis étudiante en génie des opérations et de la logistique. Donc pourquoi je me suis lancée dans le bac, c'est que j'ai fait une technique en logistique de transport, puis j'étais passionnée par la logistique et les opérations, donc je me suis lancée pour en savoir un peu plus là-dessus. Donc, pour faire le lien avec le programme Neurofocus, justement, Bruno, c'est pas pour rien qu'on t'a invité à ce balado. Le cours Neurofocus, c'est maintenant un cours là, qui est dans Cheminot, cycle de cours ATE 070. Donc, c'est un cours qui permet d'améliorer ses stratégies d'apprentissage, de développer des meilleures méthodes de travail, de mettre en place des meilleures, des saines habitudes de vie, en fait. Et comme tu dis, dans le cours Neurofocus, on parle de motivation, on parle de comment se fixer des objectifs. Donc, c'est pour ça que tu es avec nous. Et pourquoi Laurence est avec nous? C'est qu'elle a participé à notre cours Neurofocus il y a quelques sessions. Et Laurence, moi et Bruno, on t'a vu aller dans le cours Neurofocus. On sait que tu as mis plein de choses en place. Tu posais des questions, tu étais intéressée. Fait qu'on se disait, je pense que ça serait intéressant qu'il vienne parler de son expérience. Donc, voilà. Pour commencer, on va voir qu'est-ce que c'est la motivation, de quoi on parle quand on parle de motivation. Puis, on parle souvent de se fixer des objectifs. C'est comme intégrer dans notre vie quotidienne, que ce soit le matin, on se lève, on prépare un peu mentalement comment va être notre journée. Mais c'est quoi la motivation? C'est quoi le lien entre les objectifs et la motivation? Bruno, est-ce que tu pourrais un peu plus nous aiguiller là-dedans? Oui, puis ça tombe bien qu'on en parle maintenant. On a le mois d'octobre qui approche, novembre, la lumière qui diminue de plus en plus. Se lever le matin puis faire nos choses, c'est quand même assez difficile. Donc, la motivation, c'est pas quelque chose qui vient toute seule. Souvent, on a des fausses croyances reliées à ça, de dire, j'ai quelque chose à préparer demain ou étudier, je vais remettre ça à une autre journée, on va remettre ça plus tard parce que on dit que la motivation va venir après, demain, il y a bien des choses qu'on va déplacer là. Bien, dans le fond, c'est de regarder, voir comment qu'on peut se donner des moyens pour augmenter notre motivation pour qu'elle devienne intrinsèque. Quand on dit intrinsèque, c'est ce qu'on veut, c'est qu'on soit motivé pour faire des choses. Puis on va mettre en place des genres de petits objectifs extrinsèques qui vont venir mettre un peu de pression, justement pour qu'on puisse avancer puis faire augmenter cette motivation-là pour qu'elle devienne intrinsèque par la suite. Donc, intrinsèque, ça vient de l'intérieur. Ouais. Extrinsèque, ça vient de l'extérieur. Oui, des petites pressions vers l'extérieur. Donc, on va souvent parler des dates de remise, des deadlines qu'on va se mettre. Ça, ce que ça fait, dans le fond, c'est qu'on va augmenter la pression, un peu le stress, parce que le stress, c'est quelque chose de bien, c'est pas juste négatif. Donc, le stress va venir augmenter, justement, la motivation à terminer la tâche qu'on va faire. Donc, ça, c'est un des moyens qu'on veut utiliser. Fait que plus les petits moyens sont mis en place, plus tranquillement la motivation extrinsèque va survenir, puis on va être capable de faire nos choses qu'on veut faire.
Donc, des petits objectifs, Ouais. mais réalisables. Donc, petit pas par petit pas. Hein? On ne monte pas une montagne en un seul pas. On y va étape par étape. Donc, c'est la même chose quand on se fixe des objectifs. Tout à fait, oui. Quand tu te fixes des objectifs, Marion, je vais dire Marion, Laurence, quand tu te fixes des objectifs, est-ce que toi, ça a un impact sur ta motivation? Est-ce que tu peux expliquer comment ça peut avoir un impact sur ta motivation, puis pourquoi tu te fixes des objectifs? Bien, en fait, je pense qu'on s'en rend toutes pas vraiment compte, mais les objectifs ou se fixer des objectifs va avoir un impact sur notre humeur, justement, notre motivation, notre confiance en nous. Même, je sais pas si... Je pense que tout le monde doit avoir ce petit côté-là, là, mais je pense qu'on peut être déçu ou même plus fatigué après une journée que tu as fait la patate versus une journée que tu as bien accompli beaucoup de choses puis que tu t'es vraiment gardé actif toute la journée. Fait que je pense que ça a une différence. Puis je pense que même au travail ou à l'école, on va booster notre motivation si nos objectifs ils sont atteints. Puis ça peut clairement nous aider à apprécier mieux qu'est-ce qu'on fait, puis à aimer nos journées, que ça passe plus vite, on s'ennuie pas. Puis même au travail, ben nos supérieurs, ils vont être plus fiers de nous si on remet des travaux impeccables dans les bons délais. Donc ça va même améliorer notre confiance en nous, à mon avis. Tout à fait. J'amène le principe du sentiment d'efficacité personnelle. Hein. On sait que quand on se sent efficace, ben ça augmente notre motivation. Puis quand on est motivé, ben on a le goût d'en faire plus parce qu'on se sent efficace. Fait que c'est un peu une roue qui tourne, tu sais. Fait que c'est important quand on se fixe des objectifs, de les mettre réalistes pour être capable de se sentir efficace et de les atteindre. Oui, parce que tranquillement, on va se créer un momentum. On fait des petits objectifs, des petits pas. Ces petits pas-là font en sorte que tranquillement, on augmente notre efficacité personnelle. Donc, on veut poursuivre, aller plus loin, puis sortir justement de ce que Laurence parlait à propos de la patate qu'elle va décrire là, bientôt. Mais ça, j'ai hâte qu'on en parle justement de ce syndrome-là, la patate. On l'a vécu récemment là, avec la pandémie. Donc, des petits objectifs réalistes qui font en sorte que tranquillement, on va avancer puis qu'on va atteindre nos objectifs en bout de ligne. Justement, le syndrome de la patate, on y vient. On en a parlé quelques fois quand on préparait ce balado, puis on trouvait ça vraiment très parlant, en fait, parce qu'on voit à quel point des habitudes, ça s'installe. Hein, quand on parle d'objectifs de motivation, Ouais. ben, pas loin derrière, il y a les habitudes. Puis, ben, c'est aussi facile, entre guillemets, ou aussi complexe d'instaurer des bonnes habitudes comme des moins bonnes habitudes, en tout cas des habitudes qui nous servent ou qui nous desservent. Donc, justement, Laurence, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce syndrome-là? Puis, qu'est-ce que tu as vécu comme genre de situation, tu sais? En fait, comme Bruno il dit, avec le contexte de pandémie, c'est là, je pense qu'on le réalise quand tu es à la maison. Moi, pour ma part, le syndrome de la patate, c'était l'effet legging. Si le matin, je me mettais des leggings ou je m'habillais en mou, c'est sûr que ça avait un impact sur ma journée. Puis, on s'en rend compte quand la journée que tu suis ta petite routine, comme si tu partais travailler le matin ou comme si tu allais à l'école, versus la journée que tu te mets en legging, tu vas être bien plus porté à, bon, tu vois le fauteuil, avec là, tu vas t'asseoir un petit peu dans le fauteuil, texter un peu, versus quand tu structures ton matin, on dirait que ça l'enchaîne la journée, puis ta journée est beaucoup plus, t'es bien plus performant dans ta journée que si tu t'habilles en legging. Oui, parce que tranquillement, ce qui arrive, c'est que le cerveau fait des associations. Donc, le mou est associé à relax. Je passe une journée devant la télé à faire des choses qui n'ont pas besoin d'être structurées. Puis quand on s'habille un peu plus conventionnel ou pour aller travailler ou aller à l'école, bien là, tranquillement, on est en train d'informer le cerveau qu'on est en mode travail, production. Donc, mode patate, mou, mode travail plus conventionnel. Puis, on parle souvent déjà entendu parler du 21 jours pour instaurer une nouvelle habitude. Donc, quand on répète quelque chose de façon régulière, constante, pendant 21 jours, ça va devenir une habitude. Donc, il faut faire attention parce qu'une habitude, ça peut être une bonne ou une moins bonne habitude. On peut parler d'habitudes qui vont nous nuire, comme s'habiller en mou, prendre des mauvaises habitudes. Puis, je compare souvent ça, le 21 jours, avec le brossage de dents. Pour les droitiers qui se brossent les dents avec la main droite, je vous mets au défi de faire pendant 21 jours, de se brosser les dents avec la main gauche. Dès la première journée que vous allez faire ça, ça va être difficile. Vous allez vouloir tout de suite passer à la main droite. Le mouvement va être saccadé. Vous allez peut-être vous faire mal. Donc, ça va être
plus ardu. Tranquillement, ce que ça va faire, si vous faites de façon régulière, matin, midi et soir, vous allez les instaurer. Ça va toujours être plus facile de la main droite, sauf qu'éventuellement, avec la main gauche, vous allez être capable de le faire. C'est la même chose avec une nouvelle habitude que vous voulez instaurer. Il va falloir le répéter de façon constante. Si vous arrêtez après 5 jours, puis que vous ne revenez pas, bien, ça va s'estomper. Laurence, on en parle de ça dans Neurofocus. Est-ce que tu as mis en place, toi, des nouvelles habitudes avec Neurofocus? En fait, je pense autant bonnes que mauvaises, on développe toutes des petites manies. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on se rend compte que c'est des habitudes une fois que, quand on l'a pas dans notre journée, il y a un manque. Puis, j'ai réalisé, moi, que c'est le matin, quand je me lève, en fait, avant de me lever, je prends toujours mon téléphone, puis je fais le ménage de ma boîte courriel. Il faut que je lise tous mes courriels, puis je fasse le gros ménage, puis je regarde aussi si j'ai bien dormi avec l'application de ma montre. Fait que c'est resté là. Puis on dirait que ça devient tellement difficile le matin. C'est arrivé une fois, mon téléphone n'avait plus de batterie. J'avais oublié de le charger. Puis c'est là qu'on se rend compte que ça devient difficile de se lever si on n'a pas notre petite habitude qui est là. Fait que, ouais, ça, c'est quelque chose. C'est une habitude pour toi qui te met... qui te booste, je dis boost, c'est pas... Qui te met en mouvement. Voilà. Donc, pour toi, qui est motivante pour partir ta journée, tu sais. Mm-hmm. Pour certains, ça va être d'aller directement dans la douche parce que, tu sais, c'est comme un moment qui est symbolique pour partir la journée après. Là. C'est rare qu'on se recouche après avoir pris une douche. Ouais. Donc, chacun a son petit... C'est sa façon de créer sa routine du matin pour se mettre en route là, dans les journées où on a besoin d'être un peu plus efficace, productive. Voilà. Puis les routines sont super importantes parce que c'est ça qui va donner du momentum à ta journée de départ. Donc, si ça part un petit peu moins bien, tu peux toujours te rattraper en ayant ta routine. Ah ben là, je suis rendu à cette étape-là, puis je vais repartir pour pouvoir m'aligner vers quelque chose de bien. Puis quand on crée du momentum, ben on arrive tranquillement vers des petits objectifs qu'on s'est fixés. Puis souvent, quand on parle de motivation, on va parler d'approche motivationnelle. Il y a l'approche motivationnelle qui a été développée par des chercheurs, Prochaska et Di Clemente, dans les années 70 pour les personnes qui voulaient cesser de fumer. On sait que cesser de fumer, c'est très difficile. Il y a beaucoup d'habitudes reliées à ça. Il y a aussi une dépendance qui est physique. Donc, eux, ils ont développé 6 étapes, dans le fond, pour savoir où on se situe dans ces étapes-là pour pouvoir ensuite jouer sur notre motivation. On disait tantôt en début d'émission, la motivation extrinsèque et intrinsèque. Si on veut qu'elle devienne intrinsèque, il faut savoir où on se trouve dans l'approche motivationnelle. Bon, là, c'est quand même un petit peu complexe comme description, fait que je vais juste vous les nommer avec des petits exemples très rapides. Puis je pense qu'on a aussi sur le site web par la suite des références qu'on va pouvoir mettre concernant l'approche motivationnelle. Donc, la première, c'est le déni, souvent. Quand vous entendez parler « Ah, c'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'école, il est trop chargé, le prof demande trop de choses », là, on est dans une situation qu'on appelle précontemplation, c'est que c'est même pas nous le problème. Donc, si c'est pas nous le problème, automatiquement, ça va être très difficile de faire un changement. Dès qu'on passe à la deuxième étape, qu'on dit plus de contemplation, c'est de dire, ouais, là, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne pas. Si on parle de procrastination, je remets toujours à plus tard, mes notes sont pas bonnes, je dors pas bien. Là, on commence à identifier des problématiques. On passe ensuite à la troisième étape, qui est chercher des stratégies puis se préparer à quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire, dans le fond, pour aider à ma motivation dans ce cours-là, parce qu'il est difficile, telle chose. Donc, on commence à rechercher des stratégies. Ensuite, ben, on va mettre en place un plan d'action en quatrième étape. Donc là, on met un plan d'action, voici ce que je vais faire, je vais m'installer une routine, du matin, je vais m'habiller en conventionnel, ça va me donner plus de motivation. Puis ensuite, il y a la cinquième étape qui est le maintien. Donc, on parlait du 21 jours, on a fait 21 jours, on a réussi à maintenir cette stratégie-là, mais ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une rechute. Puis c'est souvent ça la problématique, on voit la rechute comme étant, à la dernière étape dans le fond, ça fonctionne pas. Tout ce que j'ai fait là, on met ça de côté, ça donne rien, j'ai voulu faire ça, ça fonctionne pas. Il faut plutôt voir ça, la rechute, comme étant quelque chose d'informatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait qui a déréglé la situation? Puis comment je peux me reprendre par la suite? Donc, la rechute, elle est super importante. Donc, ces 6 étapes-là font partie d'une approche motivationnelle qui va vous aider tranquillement à créer de la motivation. C'est vraiment intéressant. Puis c'est intéressant aussi de voir que la rechute fait partie des étapes. Oui. Que c'est pas une fin en soi, mais que c'est comme un recommencement, tu sais, de se dire, ben, OK, ben, je recommence, mais en changeant ça, ou en
en mettant tel autre aspect. Oui, puis c'est souvent là que ça se joue. Là, la rechute fait en sorte qu'on va tout mettre de côté, mais il y a eu plusieurs belles avancées. Là, donc, on fait juste reconstruire sur ce qui est déjà là. Fait que c'est vraiment un changement de perception de la rechute là, qui est important. Puis effectivement, on voit, comme on disait tout à l'heure, que c'est pas linéaire, hein, qu'il y a des moments où il y a des hauts et des bas. Mais on sait que l'être humain, il fonctionne comme ça. Là. Tant que ça reste un petit peu confortable, on reste dans la situation, on se dit... Parce qu'on sait que le changement peut être douloureux, hein, peut être complexe à mettre en place. Donc, tant que ça reste un minimum confortable, on reste là-dedans. Puis, il faut que ce soit un peu douloureux, un peu problématique, ou alors que les conséquences nous tentent moins pour qu'on puisse mettre en place un changement. Mais c'est ça. C'est aussi une belle occasion de reprendre du pouvoir sur sa vie, de mettre des choses en place. Là. Puis là, on parle surtout au niveau scolaire, mais c'est bien sûr applicable dans toutes les sphères de vie. Hein. Oui, et puis quand on commence à appliquer des changements dans une sphère, ça va influencer toutes les autres. Donc, si on commence à reprendre du pouvoir au niveau de l'école, mais ça va avoir un impact aussi sur notre vie familiale, personnelle. Ça va vraiment jouer pour beaucoup. Puis, l'inconfort est important aussi parce que, tu sais, quand on est dans nos vieilles pantoufles, c'est confortable, mais si on va aller courir parce qu'on veut se remettre en forme, bien, il va falloir enlever les pantoufles pour pouvoir se mettre à courir. Donc, des fois, de faire des petits changements comme ça va influencer plusieurs sphères. Là. Puis quand on parle de mettre de penser à des stratégies pour se mettre en action, ben c'est là que vient les objectifs, hein, de mettre en place des objectifs. Ben, comment on se fixe des objectifs, Bruno? On en parle, nous, dans Neurofocus. Puis qu'est-ce qu'on leur dit? C'est quoi la méthode qu'on donne aux étudiants pour qu'ils s'essayent, qu'ils se pratiquent? Hein? Tu vas pouvoir en parler, Laurence. C'est pas toujours facile. Fait qu'on leur donne quand même une petite structure. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, et puis c'est des objectifs qu'on dit SMART, qu'on entend souvent, là, donc le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable et ambitieux. Il faut que l'objectif soit assez important pour qu'on puisse bouger, créer du momentum et pas trop relax pour qu'on n'ait pas à le faire. Puis le dernier, il faut que ça soit fixé dans le temps. C'est souvent ça qui est problématique. Là, on ne met pas de date. Là. As-tu déjà justement utilisé cette méthode, Laurence? Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment détailler peut-être chacune des lettres, en fait, chacun des termes, puis voir toi un peu comment tu le mets en place dans ta vie? Oui, vous donnez des petits exemples. En fait, moi, au début, quand j'ai entendu parler de cette méthode-là, je trouvais ça assez compliqué. Là. Je trouvais que c'était pas trop compliqué pour rien. Je suis comme, bon, un objectif, ça se définit bien, puis voilà, c'est facile. Mais après ça, j'ai vraiment réalisé que, bon, c'est simple, c'est pas si simple en même temps. Par contre, définir des objectifs, c'est une question d'essai-erreur. On part vraiment à la découverte de nous-mêmes. On va tester nos capacités d'une certaine façon. Puis, cette méthode-là, ça paraît banal, mais est vraiment hyper importante. Puis, elle donne vraiment un coup de main pour l'atteinte de nos objectifs. Donc, donner des petits exemples spécifiques. Celui-là, il est facile. Dans le fond, c'est de savoir clairement qu'est-ce qu'on veut atteindre comme résultat. Après ça, mesurable, bien, si ton objectif est un petit peu flou, comme par exemple, je dois faire des exercices de maths cette semaine, bien, il y a de fortes chances qu'après 5 numéros d'exercice, tu sois plus capable, puis que tu passes à autre chose, comme par exemple aller texter, aller sur les réseaux sociaux, puis qu'en réalité, tu avais comme 15 exercices à faire. Donc, mesurable, c'est important aussi. Ensuite, il y a atteignable et spécifique. Non, atteignable et réaliste, pardon. Ces deux-là, c'est ceux qui me causaient problème parce qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Puis la petite différence, c'est quelqu'un à un moment donné en jasant qui me dit « Mais non, c'est facile. » Il me dit « Si je te dis, j'aimerais m'acheter une Tesla. » Ça peut être atteignable. Mais il dit, est-ce que c'est réaliste en fonction de mon budget? Puis là, c'est là que ça l'a décliqué. Puis de voir que, en gros, atteignable, c'est qu'on va se donner des moyens réalistes pour y arriver. Puis que réaliste, bien, c'est qu'on va considérer toutes les contraintes qui sont en jeu. Donc, c'est ça la bonne différence. Là, c'est sûr, temporel. Après, bien, il faut se donner un délai parce que on peut facilement tomber dans la procrastination puis finir tous nos exercices de maths une fois que l'examen est terminé. Donc, il y a ça. Puis, ben, personnellement, les premières fois, c'est pas facile de se faire des bons objectifs. Nos objectifs vont faire un petit peu dur.
Puis moi, mes premières sessions à l'université, étaient bien chargées, puis je me suis rendu compte que ça pouvait pas continuer comme ça. Donc, faut pas non plus dire, à cause qu'on se définit des objectifs, on est vraiment super power, puis qu'on peut faire n'importe quoi. Donc, ça, faut faire attention à ça. Puis même au travail, de vouloir impressionner un peu nos superviseurs, dire oui, je suis capable de faire ce mandat-là en 2 jours, puis qu'en réalité, on n'y arrive pas. Des fois, c'est mieux de se dire, bon, je vais le faire en 5 jours, puis il va être encore plus heureux que je lui remette en 2 jours, mais que je lui avais promis 5. Donc, c'est vraiment de faire attention à ça. Puis, avec le temps, on apprend à connaître nos limites. On découvre les moments les plus performants de nos journées, le temps que ça nous prend pour faire certaines tâches. Donc, puis on va arriver à se fixer des objectifs beaucoup plus raisonnables par la suite. Donc, il faut savoir que même si on se fixe les meilleurs objectifs au monde, c'est normal qu'on n'arrive pas tous à les réaliser. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi une question de essai-erreur. Là, on essaye, on voit que ça marche pas. On est justement dans je sais plus le mot que tu avais utilisé là. Au niveau de la rechute. Oui, au niveau de la rechute. Puis ça nous donne l'occasion d'en définir d'autres, ou alors peut-être plus concrètement. Puis aussi, c'est important ce que tu disais, là, de rester dans une dynamique motivante, tu sais, parce que si on se crée des objectifs qui sont trop gros ou pas réalistes, finalement, on se positionne tout le temps en situation d'échec. Mm-hmm. Donc, et puis ça, on sait que ça nuit grandement à la motivation, là, quand on a l'impression de ne pas être bon dans ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment important de mettre des objectifs qui soient réalistes pour rester dans une dynamique qui est motivante, là, puis aussi pour ne pas tomber dans la culpabilisation, mais plus se réajuster là, aux besoins. Oui, puis de se permettre d'avoir le droit de l'erreur. Là, on a parlé de rechute tantôt. Là, moi, j'aime beaucoup l'image de la montagne. Quand on veut monter une montagne, un sommet qui est vraiment très élevé, on peut pas faire ça en une journée. On va y aller par paliers. Puis c'est possible qu'en montant, à des moments, on parle de rechute, qu'on fasse une chute, qu'on puisse glisser à certains moments, qu'à un endroit, il y a un éboulis, on peut pas passer par là, on doit passer par un autre chemin. Donc, on doit réajuster. On trompe d'itinéraire, donc on doit changer en cours de route. C'est le même principe avec un objectif, d'entreprendre des études. Là, ça peut être 4 ans, 2 ans, tout dépendant du type d'études que vous faites. C'est un projet à long terme. Donc, une session, c'est encore un autre projet qui est quand même moyen-long terme. Donc, on doit vraiment se fixer des petits objectifs puis se permettre à certains moments de ne pas l'avoir, de l'échapper puis de se reprendre par la suite, c'est tout. Donc, il faut se laisser la chance, c'est plutôt à l'erreur. Tout à fait. Puis, il faut apprendre à se connaître. Tu en as parlé, Laurence. Il faut apprendre à se connaître. Il faut savoir dans quoi on est bon, dans quoi, pour nous, c'est plus un défi. Puis, mettre peut-être un peu plus d'objectifs en lien avec ce défi-là pour nous donner de la motivation à le réussir. Mais il faut savoir que, mettre en place des actions, mettre des stratégies en place pour changer, c'est un peu moins confortable parce que, tu l'as dit, Bruno, tantôt, j'aimais bien l'idée des pantoufles. Il faut enlever nos pantoufles. Ça nous sort de notre zone de confort, puis ça devient des fois, c'est ça, un petit peu inconfortable, le temps qu'on prenne une bonne habitude, le temps qu'on essaie des choses. Donc, je trouve ça super important, ce que tu disais, d'apprendre à se connaître, tu sais. Puis, changer ses habitudes, on le sait tout, c'est pas facile. Commencer à faire du sport, c'est pas facile. Prendre le temps de se faire un agenda toutes les semaines, c'est pas toujours facile, mais de prendre l'habitude après ça et de voir les bons coups qui ressortent de ça après, ou comment on dit ça, les plus-values. Oui, les plus-values, voilà. Tu sais, quand on voit que, finalement, c'est bon pour moi, ça m'apporte du bon, là, ça devient peut-être plus facile à mettre en place par la suite. Oui. Puis, on parlait tantôt, on parle de motivation, la procrastination, c'est beaucoup relié avec ça, on met ça plus tard. D'après vous, là, au niveau universitaire, là, c'est quoi le pourcentage des étudiants qui s'identifient comme étant procrastinateurs ou qui font de la procrastination, un chiffre? Beaucoup. Beaucoup? Oui, je pense aussi. Il y a une étude du journal scientifique de Nature of Procrastination qui a démontré qu'il y a environ 80 à 95% des étudiants qui disent faire de la procrastination. Puis moi, j'aimerais vous dire que tout le monde en fait de la procrastination. Oui. C'est juste qu'il y en a qui ont une meilleure façon de le gérer puis qui ont une meilleure relation avec les deadlines ou les dates de remise. Puis, dans cette étude-là aussi, il y avait identifié que 70% se considèrent comme des procrastinateurs, c'est-à-dire que c'est rendu un mode de vie ou une stratégie qu'ils utilisent régulièrement. Puis, dans ça, il y avait 50% qui disaient que c'était une problématique de procrastination. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de difficultés à se mettre des objectifs, ça avait un impact sur leur santé, sur leurs études, sur
plusieurs sphères de leur vie. Donc, c'est pas négligeable. C'est vraiment intéressant. On sait qu'on procrastine tous, mais effectivement à différents degrés. Là. Mais est-ce que justement, il y a des stratégies simples là, qui fonctionnent pour changer d'habitude? Il n'y a pas de baguette magique, mais il y a pour changer d'habitude, pour justement lutter contre la procrastination. Est-ce qu'il y a des moyens, on sait, qui fonctionnent? Là? Je sais que, par exemple, c'est de commencer une tâche. Des fois, on se dit que c'est surtout ça le plus difficile, de commencer. Puis après, une fois qu'on a commencé, ça va mieux. Est-ce qu'il y aurait d'autres petites astuces là, qui peuvent t'aider ou qui ont pu, par exemple, t'aider, Laurence? Je pense que, justement, il faut clairement se donner des trucs parce que c'est difficile de garder la rigueur jusqu'au bout. Puis, je pense que le plus évident que j'ai trouvé pendant Neurofocus, c'est l'effet de groupe. Puis ça, on peut le voir pour plein de petites choses, mais juste comme par exemple, si mon objectif, ça serait de recommencer à m'entraîner, le fait de dire je vais recommencer à m'entraîner avec quelqu'un, ça va être plus facile pour nous de garder la rigueur puis de dire je la laisserai pas toute seule là, aujourd'hui ou comme ça, puis de juste la motivation ensemble à le faire, ça l'aide vraiment, c'est un bon coup de main. Puis, pour plein d'autres choses, les bons trucs que j'utilise, comme quand tu commences la session, le calendrier de 4 mois, ça, c'est l'indispensable, là, que tu écris tes devoirs, tes remises, tes examens, t'écris le pourcentage, t'écris tout. Puis, ça, c'est vraiment génial parce que c'est un bon rappel, puis ça te permet de t'aider à planifier ou à t'organiser autrement en fonction de qu'est-ce qui s'en vient. Puis si je peux me permettre, c'est de la pression, dans le fond, c'est de faire de la motivation extrinsèque, de voir que le temps se resserre, donc il faut que je m'active. Là. Fait que ça va créer ce momentum-là, justement. On va être en rupture de stock à la coop là, du calendrier 4 mois suite à cette balado. Oui, ou dans le même ordre d'idée, juste le pad que tu mets sur ton bureau, puis que tu as les jours de la semaine, et tu vois rapidement qu'est-ce que tu as à faire pour la semaine. Ça, c'est un bon coup de main aussi. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien, c'est n'importe quelle application, là, les to-do, là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, de se faire une liste de tâches. Là, attention, une liste de tâches, moi, les premières fois, là, waouh, je la remplissais bien plein. Je suis comme, oui, j'ai ça à faire juste pour la remplir, c'est le fun. Mais après ça, on se rend compte qu'il y a trop de choses dans notre liste, puis c'est décourageant. Donc, justement, il ne faut pas la faire trop longue. Juste une bonne liste de tâches, ça l'aide vraiment à tout ce qu'on a dans notre tête, mais qu'on ne veut pas penser tout le temps. On le met sur papier, c'est vraiment un bon coup de main. Puis, de garder tout ça bien visible en tout temps pour que, justement, on n'ait pas toujours à y penser. Oui, tout à fait, parce que ça l'enlève quand même une charge mentale. Quand tu as tout écrit sur papier ou sur un tableau ou sur un calendrier, après ça, tu n'as pas besoin de le retenir. Si tu le regardes régulièrement, tu enlèves ça de ta tête et tu as de la place pour étudier, pour mettre autre chose, pour penser à autre chose. Donc, c'est important. Puis ça, bien évidemment, on en parle de l'organisation, comment bien s'organiser, comment enlever cette charge-là mentale pour mettre tout à la vue. Dans Neurofocus, c'est vraiment des conseils. Bon, tu les as mis en place, puis ça fonctionne. Tu continues à les mettre en place. Et c'est ça. Dans Neurofocus, on en parle beaucoup. Donc, c'est vraiment un cours qui nous aide à s'organiser. Dans un autre ordre d'idée, si Neurofocus n'est pas accessible pour certaines personnes parce que ça ne rentre pas dans votre horaire, parce que vous avez tenté de vous inscrire puis les cours étaient pleins, il y a aussi du soutien à l'apprentissage qui se donne au service aux étudiants. Il y a des intervenants qui sont là pour vous aider avec votre agenda, pour vous aider à prendre des notes, pour vous aider à vous organiser. Donc, c'est là pour ça. Puis, il y a aussi des ateliers en soutien à l'apprentissage qui sont donnés sur l'heure du dîner par des intervenants. Donc, sur le site Internet de l'ETS, sont tous accessibles. Là, vous pouvez aller voir ça. Puis Laurence, on profite de ton expérience, là, de tes sessions à ton actif pour savoir aussi s'il y avait d'autres petites choses là, que tu pourrais transmettre aux auditeurs, auditrices, tes petits bons coups là, que tu as développés au fur et à mesure du temps. Rapidement, comme ça, c'est sûr, c'est propre à chacun parce qu'on développe comment qu'on est puis qu'est-ce qu'on a besoin qui nous encourage. Mais je dirais que moi, les petits éléments qui font une bonne différence, c'est de se faire une routine. Même si c'est des tout petites actions du genre, je me fais un bon café avant d'aller m'asseoir pour étudier ou le matin, je prends un petit temps pour faire des étirements ou le soir, en revenant de travailler, je m'en vais marcher 20 minutes. Des petites choses comme ça qui
qui rentre dans une routine, ça donne vraiment un bon coup de main. Sinon, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment aimé de NeuroFocus? Ça nous a fait découvrir la montre intelligente. Bon, c'est pas grand-chose, mais qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que ça permet de voir le résultat de nos efforts. Ça permet de voir que quand tu mets en place un truc, tu dors mieux ou tu as une meilleure forme physique ou toutes ces petites affaires-là qui font ça motive quand même de voir ça. Ça devient concret finalement. Ouais. Puis de faire du sport aussi, parlant de se garder en forme avec la montre intelligente, le sport, ça l'aide clairement pour nos performances. On s'en rend pas vraiment compte, mais montre intelligente à l'appui, on peut voir que ça nous aide. Puis pour certaines personnes, ça va être un peu plate puis une corvée de plus, mais de finir une session top shape avec des bonnes notes, c'est tentant. Puis finalement, je dirais avec NeuroFocus aussi la méditation. Ça, je trouvais ça tellement drôle au début. J'étais incapable. Je trouvais ça tellement difficile de rien faire. Mais on se rend compte que juste de s'arrêter, que ce soit juste quelques petites minutes, ça permet vraiment de se mettre en pause, de relaxer, puis d'être juste plus performant après. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Puis, encore aujourd'hui, moi, je fais un petit temps de méditation, soit avant mes examens pour diminuer ton niveau de stress ou pour s'endormir la nuit. Ça, c'est magique aussi. Oui, puis on entend de plus en plus parler de la méditation. Dans NeuroFocus, c'est quelque chose qu'on fait à chaque atelier. Quand on revient de l'activité sportive, on a instauré la méditation. Des fois, c'est 5, 10, 15 minutes. C'est vraiment pas long, juste pour créer une pause, pour ensuite être disponible pour avoir une charge mentale ou cognitive, là, que ce soit d'étudier ou faire un examen. Ça fonctionne vraiment très bien. Ceux qui sont intéressés, c'est pas compliqué. Juste aller sur YouTube, taper méditation guidée. Là, c'est sûr, là, attention, vous allez tomber sur plein de choses, mais quand même, il y en a qui sont super intéressantes. Sinon, il y a aussi des applications. Vous pouvez trouver comme Petit Bambou, Headspace, qui sont des très bonnes applications qui vont faire une méditation guidée, puis vont guider, dans le fond, vers comment faire une bonne méditation. Sinon, il y a aussi des émissions sur Netflix. Mind Explain, qui a un petit segment de 20 minutes qui parle de méditation, puis tout l'impact que ça a sur le cerveau, puis sur l'humeur, puis la concentration. Donc, vous pouvez aller voir ça, là, c'est intéressant. Oui, c'est assez fascinant là, quand on se plonge là-dedans. Puis c'est vrai qu'on a des fois une vision de la méditation, là, des moines bouddhistes qui restent pendant des heures à pas bouger. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être ça. Il y a comme plein de formes de méditation différentes aussi. Là. Ça peut être en marchant, en faisant du sport, de la danse. Enfin, il y a plein de façons d'être dans un état méditatif. Oui, on entend vraiment de plus en plus parler en entreprise, au niveau sportif, au niveau de performance. La méditation est vraiment présente. Puis, tu sais, je fais un lien avec la santé mentale. Là, on voit que finalement, tout ça se rattache à la santé mentale, puis à quel point c'est essentiel de prendre soin de sa santé mentale pour être bien dans son rôle étudiant, dans son statut étudiant, pour être bien dans sa vie en général. Puis, j'en profite pour dire que si jamais vous sentez qu'il y a des enjeux au niveau de la santé mentale, des difficultés, que ce soit au niveau de scolaire ou même dans vos autres sphères de vie, là, les services aux étudiants offrent aussi du soutien psychologique, psychosocial gratuitement. Donc, chaque étudiante a le droit à 7 rencontres gratuites par année. Donc, n'hésitez pas là, à nous contacter si vous sentez que ça pourrait vous aider dans une meilleure poursuite de vos études ou dans votre vie en général. Il y a aussi, j'en profite aussi pour parler du centre sportif de l'ETS. On a un super beau centre sportif. Il est grand, il est sur 2 étages. Donc, il y a la salle de sport qui est accessible, puis qui a vraiment beaucoup de machines et d'outils pour faire de la musculation et du cardio. Puis, il y a aussi, ce qui est le fun, c'est que le centre sportif organise aussi des activités de groupe. On parlait là, d'effets d'entraînement, mais moi, j'y vais aux activités de groupe sur l'heure du dîner. Puis, c'est effectivement, quand on voit tout le monde s'entraîner en même temps, ils mettent de la musique. C'est beaucoup plus motivant que de s'entraîner seul dans son salon. Donc, l'effet d'entraînement peut, que ce soit dans la salle de sport ou dans les activités de groupe, peut nous aider à trouver de la motivation au niveau du sport. Oui, puis au niveau de NeuroFocus, c'est ça, on s'est associé avec le centre sportif pour avoir un kinésiologue qui va faire un programme d'entraînement personnalisé pour chacun des étudiants. Puis, c'est pas pour rien qu'on a mis l'activité sportive parce que ça a vraiment un impact sur le cerveau. Une méta-analyse parue en 2012 dans la revue scientifique Brain Research explique qu'après un épisode d'activité physique assez soutenu, comme on pourrait retrouver chez NeuroFocus, on va garder une attention pendant 1 heure de temps
plus performante que si on ne l'avait pas fait avec seulement 20 minutes d'exercice physique soutenu. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Si vous avez fait un petit peu plus que ça, vous allez gagner un peu plus loin. Pourquoi? Bien, on va sécréter de la dopamine puis de la noradrénaline qui permet justement d'aider à la motivation puis à l'attention au niveau de la concentration quand on est en cours. Donc, de bouger, souvent quand on arrive aux études puis qu'on va être dans des périodes plus stressantes d'examen ou d'études, on va mettre l'activité physique de côté. Donc, de prendre une pause pour aller faire un 20 minutes de course ou ça se peut être juste prendre de l'air à l'extérieur pour prendre une marche et revenir, vous allez gagner en concentration que si vous aviez étiré ce moment-là pour en faire plus au final. Puis c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est pas juste du sport en salle, là, c'est de l'activité physique en général. Donc, ça peut être juste prendre les marches pour quand on prend le métro ou s'arrêter à un arrêt avant. Là. Donc, ça peut être aussi facilement intégré à la vie quotidienne. Puis, c'est pas forcément quelque chose de très gros là, qu'on voit comme quelque chose qui s'ajoute, comme une contrainte supplémentaire, là, comme tu disais, Laurence, tout à l'heure. Oui, puis il peut même avoir un effet un peu méditatif parce que quand on s'entraîne ou on marche pendant 1 heure peut-être, pendant ce temps-là, on peut penser, il y a des choses et des idées qui peuvent survenir qu'on n'avait pas pensé, régler des solutions aux problèmes qu'on avait, juste en faisant de l'exercice physique. Donc, ça y penser. Pour terminer, je serais curieuse de savoir, ce serait quoi les petits trucs à retenir, puis peut-être le petit mot de la fin, Laurence. Je sais que tu aurais aimé parler de quelque chose d'important dans tout ce processus-là. Puis on t'écoute. En fait, moi, je pense que le mot de la fin, ce serait de se récompenser. Parce que je trouve que c'est ça le plus cool dans l'histoire, c'est de dire comme c'est tellement satisfaisant admettons, juste regarder un petit film à la fin d'une journée productive d'études ou de s'acheter un petit quelque chose à la fin de la session parce qu'on a bien réussi, on a eu des bonnes notes. Donc, de se promettre un petit quelque chose, peu importe, pas nécessairement que ce soit très gros, mais juste un petit cadeau au bout de l'objectif, bien, ça permet de vraiment juste booster notre motivation pour dire qu'on a vraiment hâte à ça. Donc, je pense que de se récompenser, c'est le mot de la fin. C'est un bon truc. Très bien. Puis il ne faut surtout pas inverser les deux, se récompenser avant de faire la tâche parce que justement, c'est moins efficace. Moi, ce que je dirais, c'est de commencer. C'est juste de faire un petit pas. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de vraiment très grand. Juste le premier pas. Puis ensuite, le momentum va se créer. Puis il ne faut juste pas abandonner, mais y aller étape par étape. Tout à fait. Donc, c'était le mot de la fin. Donc, moi et Marion, on vous remercie beaucoup d'être venus, chers invités, Bruno, Laurence, c'était super intéressant. Merci d'avoir partagé votre expérience, vos connaissances. Merci beaucoup, c'était un super balado. Merci pour votre temps. Puis, suivez pour les auditeurs, auditrices, ceux qui nous regardent peut-être. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur vos plateformes d'écoute préférées, puis à peut-être vous abonner à Algo Balado pour suivre les prochains épisodes. Donc, il y en a un autre qui s'en vient là, à l'automne, puis de nouveau sûrement à l'hiver. Donc, on a déjà les idées de thèmes. Je ne sais pas si on peut en parler. Le prochain devrait être puis je pense que ça va faire suite un petit peu à ce qu'on fait aujourd'hui. On aimerait parler de mémorisation. Donc, comment le cerveau fonctionne, puis comment on fait pour mémoriser tout ce qu'on a à apprendre en génie, entre autres, mais dans d'autres sphères de vie aussi. Donc, voilà. Donc, à bientôt et merci encore. Merci. Merci.